Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce 56 minutes synthèse. Les titres à la une de la semaine. L'expérience de Laurent Salvador Lamotte à la primature s'est arrêtée le 13 décembre 2014. Après 2 ans et 7 mois au poste de Premier ministre, M. Lamotte a donné sa démission, estimant avoir quitté la fonction avec le sentiment du devoir accompli. Cette démission du Premier ministre Laurent Lamotte, de plus en plus accueillie par la communauté internationale. Toutefois, elle est susceptible de saper le travail de la commission consultative présidentielle, écrit l'éducatrice Odette Roy-Fonbrun, membre de la dite commission. Et puis, après avoir boudé à maintes reprises l'invitation au dialogue du président Martelly, 5 des 6 entités de la branche radicale de l'opposition ont discuté avec le chef de l'État mercredi, auteur d'une issue à la crise politique. Grand absent, le Mopod, arguant que toute négociation avec le président Martelly doit inclure son départ. Entre-temps, la branche radicale de l'opposition n'entend nullement observer de trêve pour les fêtes de fin d'année. Elle annonce 6 manifestations antigouvernementales à Port-au-Prince du 22 décembre prochain au 1er janvier 2015. Entre le 8 et 15 décembre dernier, la PNH a arrêté 20 personnes, parmi elles 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans un trafic d'armes à feu. 103 évadés ont également été reconduits derrière les barreaux depuis le lancement ce mercredi par la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie d'une série d'activités de remémoration pour 2015 autour de l'histoire d'Haïti, de la première occupation américaine en 1915 à nos jours. Résurgence des cas de choléra dans le département du Nord-Ouest. Les autorités sanitaires locales ont dénombré 40 cas pour le début de ce mois de décembre. À l'étranger, les États-Unis ont renoué des relations diplomatiques cette semaine avec Cuba. Une décision historique du président américain Obama à laquelle Haïti peut se réjouir d'avoir contribué. C'est féliciter le président Martelly. Voilà pour les titres. À tout de suite. Alekile ak spécial promotion top up nat comme là, sorti mardi pour rive jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, nat comme a multiplier montant ça. Pour moun ka recevoir recharge en Haïti. En plus, nat comme a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot lo pour dire yo merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous dolgon, hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. L'expérience de Laurent Lamotte à la primature n'ira pas plus loin. En effet, le Premier ministre a donné sa démission dans la soirée du samedi 13 décembre 2014 lors d'une adresse à la nation. Laurent Lamotte, qui a dressé un bilan positif des réalisations de l'équipe gouvernementale qu'il dirigeait depuis environ 2 ans et 7 mois, a déclaré avoir quitté le poste avec le sentiment du devoir accompli. Il a estimé avoir engagé le pays dans une dynamique de mutation profonde et de changement réel au profit du peuple haïtien. Il dit espérer de tout cœur que ce travail remarquable ne sera pas gâché et que d'autres grandes réalisations sont à venir pour notre pays par un prochain Premier ministre. Écoutons Laurent Lamotte samedi soir dans son adresse à la nation. Nous tous connaissons que pas un développement sans stabilité politique qui peut permettre de nous avancer.
qu'il y ait stabilité politique et développement, c'est ça qui est important pour nous. Il demande des sacrifices, il demande des capacités. Et il demande tout pour nous mettre de côté problèmes personnels nous, pour nous travailler à la grandeur de la patrie. Peuple haïtien, malgré toute réalisation ça yo, si c'est ça qui est capable de débloquer la crise politique là, tout bon vrai, moi décidé à Soya, sous base article 165 maman loi pays a, remettre par président Martelly démission dans tête gouvernement. Ensemble avec démission tout ministre. Nous allons aller. Nous allons aller. Nous allons aller avec un sentiment que nous faisons tout ça nous sommes capables pour payer. Je dis peuple haïtien, merci en pile. Nous souhaitons. Merci à tout travail à la presse, tout syndicaliste, toute force organisée qui n'a pas jamais suspendre pour te coller à cause majorité peuple haïtien. Notons que l'annonce de M. Lamotte survient 24 heures après celle du chef de l'État, portant sur la recommandation de la commission consultative présidentielle avec laquelle le président Martelly s'est dit entièrement d'accord. Et puis toujours dans l'actualité de la semaine, sachez que dans une note, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les membres du corps groupe ont salué la décision du chef de l'État de procéder à la mise en œuvre de la recommandation de la commission consultative présidentielle. Le corps groupe dit prendre acte de la décision du Premier ministre de consentir un sacrifice patriotique recommandé par la commission en remettant sa démission afin de réduire la tension politique et sortir de l'impasse le pays. Les membres du corps groupe ont réitéré leur appel à l'endroit de tous les acteurs de toute tendance politique de se rassembler autour de l'intérêt supérieur de la nation dans le cadre de la solution adoptée par le président de la République afin de préserver la stabilité et créer un climat de confiance. Le secrétaire d'État américain John Kerry abonde dans le même sens que les membres du corps groupe. M. Kerry presse les protagonistes de la crise politique haïtienne de trouver un accord définitif sur tous les problèmes non résolus et à le respecter en bonne foi. Dans une déclaration parue ce mardi, le secrétaire d'État américain indique que la démission du Premier ministre Laurent Lamotte est une preuve de l'engagement de l'exécutif haïtien à résoudre la situation. M. Kerry félicite le Parlement et les leaders politiques haïtiens pour leurs efforts visant à préserver l'intégrité des institutions démocratiques haïtiennes. John Kerry encourage les acteurs de la crise politique à négocier une solution qui ouvrira la voie à l'organisation des élections qui doivent être fixées le plus vite que possible, conclut la déclaration. 8 jours après la publication de la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique, Odette Roy-Fombran, qui en faisait partie, déplore la démission du Premier ministre Lamotte et qualifie le rapport de mission impossible. Cette démission de M. Lamotte aura des conséquences graves, tant pour l'exécutif que pour le pays, prévient l'éducatrice dans une lettre ouverte. Le Premier ministre Lamotte ne devait démissionner que lorsque les négociations auraient permis de lui trouver un remplaçant. Or voilà qu'on vient d'ajouter un nouveau vide institutionnel à celui prévu que nous voulions éviter le 12 janvier 2015, déplore Mme Roy-Fombran. Le pays en est la première victime car beaucoup des travaux entrepris par le gouvernement démissionnaire encourent le risque d'être bloqués, lit-on dans la lettre. Autre point, une vive émotion a régné mardi à la primature où le Premier ministre démissionnaire a fait ses adieux à ses collaborateurs. Larmes aux yeux, ses employés ont témoigné leur attachement à Laurent Salvador Lamotte qui peinait à retenir ses larmes lui aussi. Il est donc clair que M. Lamotte n'a pas resté plus longtemps à son poste pour liquider les affaires courantes. Parlant de désignation et dans la perspective de combler le poste de chef du gouvernement, vacant plus de 3 jours après la démission de Laurent Lamotte,
Et 3 noms pressentis au poste de Premier ministre seront dévoilés le lundi 22 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le président de la République, Michel-Joseph Martelly. De ces 3 personnalités sera désigné le successeur de Laurent Lamotte, dans la mesure où la classe politique de l'opposition n'exprime pas de désaccord sur le choix du nouveau Premier ministre, a tenu à préciser le chef de l'État, Michel Martelly, au micro de Michel Depayen et Maxo Joseph. Avec une majorité de partis de l'opposition, opposition modérée, opposition radicale, et meilleure technique là pour me dire continuer à faire travail. Moi, j'ai quitté quelques mois dans le cabinet, j'ai travaillé 24/24 avec eux. Et matin, j'ai fait une réunion avec délégués, conseillers, et nous avancer. En pile, je voulais souhaiter que si nous travaillons dans tout le week-end, je voulais souhaiter que d'ici lundi, nous avons au moins une liste réduite de 3 noms côté que je choisi, ou bien de 5 noms côté que une fois toute partie d'accord 5 noms ça moi je choisi et n'a pas avancé. Et toujours dans le cadre de la mise en application des recommandations du rapport de la commission consultative présidentielle, sachez que les membres du Conseil électoral ont remis jeudi leur démission au président de la République. Dans une lettre datée du 18 décembre, les 9 conseils électoraux affirment avoir présenté leur démission conformément à une résolution en séance plénière le mercredi 17 décembre 2014. Ils se disent prêts à quitter leurs fonctions dès l'installation des nouveaux conseillers. Rappelons que ce CEP était composé de 9 membres désignés par les 3 pouvoirs de l'État. Margaret Gloria Saint-Louis, Jacqueline Chantal, Raymond et Fritzto Canton représentaient l'exécutif. Max Mathurin, Pierre-Simon Georges et Néhémie Joseph pour le pouvoir législatif. Et Aplis Félix Yolette Mengoal et Léopold Berlanger, représentants du pouvoir judiciaire. Des entités de l'opposition radicale ont finalement accepté mercredi de s'entretenir avec le chef de l'État, Michel Martelly. La rencontre a eu lieu dans un hôtel à Pétionville, dans un premier temps entre le président Martelly et des responsables de 4 partis politiques regroupés au sein des 6 structures représentant l'aile dure de l'opposition, à savoir la fusion contre APEP, Unité Haïtien pour Haïti. Cette rencontre rentre dans le cadre des recommandations de la commission consultative présidentielle en vue de résoudre la crise politique actuelle. Les discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance, selon le chef de l'État, qui n'a cependant pas précisé les points abordés à l'ordre du jour. M. Martelly a annoncé qu'il allait poursuivre la discussion avec d'autres acteurs de la crise. Les déclarations du président de la République, Michel Martelly, au micro de Florence Disney et Rwandi Henry. Dans la logique, rencontre qu'a fait, le président, même gens avec l'aile de faire consultation, il ne va pas faire aucune déclaration. Excepté que nous dit nous tout simplement que la rencontre ça a bien passé et que nous sommes d'accord pour nous continuer la discussion. Le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, Rosemont Pradel, qui s'exprimait à l'issue de la rencontre, a rapporté que les discussions ont tourné autour de l'applicabilité des recommandations de la commission consultative présidentielle. Le responsable de la fusion a fait part de problèmes recensés par des entités politiques de l'opposition radicale. Dans les recommandations de la commission, Rosemont Pradel a informé que les partis présents ont sollicité la mise en place de mécanismes devant pallier les problèmes, notamment ceux relatifs aux manifestations en faveur du départ de l'administration au pouvoir. On l'écoute. On a informé presse là que nous rencontrons avec le président matin, comme nous tous connaissons, et discussion portée sur les recommandations qui faites dans dernier rapport que la commission a fait. Et pour implémenter le rapport, donc le président a souhaité rencontrer avec plusieurs secteurs, là, dont les partis politiques. Donc nous-mêmes dans la discussion, nous fait président connaît que il y a un problème dans l'implémentation. Donc à partir de ce moment, nous faisons une proposition de telle sorte que pour mettre en place un mécanisme qui est capable de faire implémentation, côté impliquer plusieurs secteurs dans la vie nationale là, et principalement les gens qui sont dans la rue. Parce que les gens qui sont dans la rue, ils ne sont pas démobilisés comme ça. Donc, il y a des décisions qui peuvent prendre, qui satisfont les revendications. Et c'est à partir de ce moment que vous êtes capable, effectivement, prendre la bonne direction pour arriver à la solution de la crise.
Dans le même ordre d'idées, sachez que dans l'après-midi du 17 décembre 2014, le président Martelly a rencontré séparément des responsables du parti Famila Valas, une autre entité de l'opposition radicale, la coordonnatrice du parti Famila Valas, qui a répondu à cette invitation, a estimé que c'est un premier pas sur la route du dialogue. Maryse Narcisse, qui n'a pas exclu la possibilité que son organisation maintienne la mobilisation contre le régime au pouvoir, a précisé qu'elle va exposer et discuter des points à l'ordre du jour dans le cadre de cette rencontre avec les autres membres du parti. Écoutons Maryse Narcisse. Je nous tous connais, Famila Valas, c'est une organisation politique et nous sommes des responsables politiques, nous sommes des responsables. Nous toujours, Famila Valas toujours prôner dialogue et ils croient toujours, je dis, que entre Haïtiens avec Haïtiens, il faut y parler. Donc, je dis, nous te venons écouter. Même gens, Famila Valas, écouter masse peuple là, je dis, il te venons écouter exécutif là. Et j'aimerais dire là, nous te venons à l'écoute. D'abord, c'était la première étape là. En tant qu'organisation, nous allons retourner dans l'organisation pour nous discuter. Donc, jeudi, son première étape, ce dialogue-là. Bon, je pense que nous avons importance à ce dialogue-là, nous prenons le dialogue-là. Nous croyons dans le dialogue et nous sommes toujours prêts pour participer. Soulignant que le président a également rencontré jeudi, toujours dans le cadre de la mise en application du rapport de la commission consultative présidentielle, le notaire Jean-Henri Séan, le groupe 22 ainsi que les responsables de l'organisation du peuple en lutte. Les échanges portaient particulièrement sur le dossier de l'organisation des élections et le profil du prochain Premier ministre. Autre point, notons que le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, pourtant invité à prendre part aux discussions, mercredi dernier a choisi de bouder l'invitation du président Martelly, tout en appelant la population à gagner les rues en vue d'exiger le départ du chef de l'État. Le MOPOD a présenté vendredi un nouveau calendrier de manifestations antigouvernementales pour la fin de l'année. En effet, les opposants les plus radicaux projettent de manifester les 22, 24, 26, 28 et 31 décembre prochains, ainsi que le 1er janvier 2015, toujours dans l'objectif d'exiger le départ du président de la République. Aucune trêve ne sera donc observée pour les fêtes de fin d'année, indiquent des membres de la table de concertation, arguant que la détérioration des conditions de vie de la population ne permet pas de fêter la période de fin d'année. Écoutons à ce sujet Ronnie Timothée, porte-parole de la FOPAC. Il était au micro de Florence Tisdé et Wendy Henry. Nous-mêmes qui disons nous c'est vraie opposition, nous décidons pas bailler les gains, nous décidons pas d'en parler, mais nous là tout pour nous troubler le sommeil tout délinquant, tout voyou qui a beauté l'argent pays pendant le peuple là, il est dans misère, il est dans gangou, il est dans chômage, il est dans la vie chère, il est dans l'insécurité, il est dans révocation massive avec arrestation illégale. Et bien c'est peut-être ça nous-mêmes nous dit pas de trêve. Moun qui dans gangou, moun qui dans souffrance, moun qui dans problème, pas qu'à dans trêve. C'est peut-être ça. Nous casser rendez-vous pendant le reste fin mois et décembre, jusqu'à janvier, eh bien dans plusieurs dates. Première date là, c'est 22 décembre, côté gagné enterrement, yon camarade nous cap célébrer, cap chanter dans l'église Sainte-Anne, eh bien Jodelin Nicolas, eh bien monsieur était mort dans la mobilisation, c'est mobilisation qui a accompagné mener le grand cimetière. Nous cassons rendez-vous 22 décembre avec tout le monde, eh bien devant l'église Sainte-Anne pour nous mener camarade là grand cimetière. 24 décembre, nous dit, nous pas dans trêve, nous pas dans Noël, Noël pas nous, c'est dans la rue, on Noël misère, on Noël grand goût, tant qu'on fait d'autres deals, on Noël gaz, on Noël coup de bâton, on Noël arrestation illégale, et bien nous-mêmes nous allons fêter la peuple là dans la rue. Dans souci pour ne pas bailler vague pendant la période fin d'année, 26 décembre quand vient là, et bien nous décidons encore dans la rue, 28 décembre nous dans la rue, 31 décembre nous dans la rue, et 1er janvier sous place dans la rue pour nous prendre direction palais national. À l'appel de l'organisation politique Famila Valas, une manifestation de rue s'est tenue le 16 décembre dernier à Port-au-Prince. Cette mobilisation visait à exiger, une fois de plus, la libération des prisonniers dits politiques, dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer de meilleures conditions de vie pour la population, ont indiqué des membres de la commission de mobilisation de Famila Valas. Par cette manifestation, Famila Valas entendait également marquer le 24e anniversaire des élections libres du 16 décembre 1990, remportées par l'ancien prêtre catholique Jean-Bertrand Aristide.
Au cours de cette manifestation, la coordonnatrice générale de Formula Valas, Maryse Narcisse, a affirmé que les revendications de 1990 auxquelles Formula Valas reste aujourd'hui encore accrochées ne sont jusqu'ici pas satisfaites. Écoutons Maryse Narcisse au micro de Florence Disney et Yvon Seyid. 16 décembre 90, nous tous connaissons ça représenté pour le peuple haïtien. Hein? Donc aujourd'hui, c'était la plus grosse victoire que le peuple haïtien était remporté avec la première élection libre, honnête et démocratique. Donc aujourd'hui, le peuple dans la rue, revendication 90 sont toujours à l'ordre du jour. Grand groupe de pays, misère. D'accord? On voulait que les conditions de la vie ont changé. On voulait que l'élection libre, honnête, démocratique de pays. Donc c'est aujourd'hui, nous sommes marées humaines, nous regardons derrière, nous ne pouvons pas changer comme ça. L'avalation là, l'avalation dehors. La valace dehors. Comme la valace à l'écoute de la population qui a demandé départ. Notons que les manifestants qui prévoyaient d'atteindre le Palais national comme destination finale ont été dispersés à hauteur du Champ de Mars. À coups de gaz lacrymogène par la police, bilan, plusieurs blessés ont été recensés dans les rangs des manifestations. Parlons justice à présent à ce 56 minutes synthèse. Les prisonniers dits politiques recouvrent la liberté au fur et à mesure. Après René Timothée et Bureau Odiger, le 11 décembre dernier, c'est au tour de Hénol et Josué Florestal de laisser le pénitencier national. La juge Nora Jean-François a prononcé mercredi une main levée d'écrou en leur faveur. La juge a cependant annoncé que l'affaire les concernant était toujours en cours et sera reprise en janvier 2015. Elle en a profité pour demander aux 2 militants politiques de rester disponibles pour la justice haïtienne. La juge Nora Jean-François était au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Le ministère public entendu. La Cour, le ministère public entendu. Et après délibération en conseil selon le vœu de la loi, accord de main levée du mandat d'écrou décerné contre les nommés Hénol Florestal, Josué Florestal, à charge par eux de se représenter à toute réquisition de la justice. C'est pas larguer, la Cour à larguer, non. C'est pas larguer. Il va mettre le mandat d'écrou. C'est une affaire pour même plaider. C'est identification non identifiée. C'est-à-dire que nous connaissons l'article 80, mais ça le dit. L'ordre de pour nous présenter à toute réquisition dans la procédure là. Si nous pas venir, la Cour est capable de faire chercher nous encore pour la poursuite de l'affaire. Donc, prochaine audience, la Cour a fait nous là, avec avocat nous, pour venir plaider l'affaire. Parce que le ministère public peut plaider, avocat pour plaider, personne ne peut plaider. C'est main levée du mandat de la Cour à battre. Donc, prochaine audience, il faut nous là. Et le ministère public là, tout, prochaine audience, il faut faire comparaître la famille du Verseau. Parce que grand pile bagaille qui dit là, il faut nous essayer de confronter pour nous comprendre. La libération de Hénol et Josué Florestal n'est pas une faveur, explique un de leurs avocats, maître Newton Saint-Just, qui croit opportun de maintenir la mobilisation en vue d'obtenir la libération d'autres prisonniers dits politiques. Rappelons que les frères Hénol et Josué Florestal sont détenus depuis juillet et août 2013. Ils sont soupçonnés dans la mort de l'étudiant Franzi Duverseau, survenu en octobre 2010. Parlons sécurité. Pour la période allant du 8 au 15 décembre 2014, la police nationale d'Haïti a procédé à 20 arrestations, à la saisie de 4 véhicules et a recensé 2 cas de viol, selon un bilan présenté mardi dernier par le porte-parole adjoint de la PNH. Parmi les personnes arrêtées figurent 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans des trafics d'armes, interpellé vendredi dernier par les agents de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants BLTS. Ces 4 présumés trafiquants d'armes dominicains sont activement recherchés par la police américaine à cause de leur implication dans le narcotrafic et des actes de terrorisme, explique Gary Desrosiers, qui informe par ailleurs que la police a récupéré 103 évadés, dont 35 en cavale depuis le séisme de janvier 2010. L'inspecteur Desrosiers au micro de Dukenson Lazare et Maxo Joseph. Bilan opération de CPJ Menin du 8 décembre et arrivé jusqu'à 15 décembre. Il y a 4 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ,
il y a 2 cas de viol sur mineurs que nous enregistrés. Il y a 103 évadés de prison qui étaient sauvés dans la prison par des bouquets, qui récupérés et reconduits dans le centre de détention. Il y a 35 autres évadés qui étaient sauvés en janvier 2012 et jour tremblement de terre là, côté que poursuite a continué, côté que il y a 35 évadés qui récupérés. Il y a 20 arrestations qui faites. Nature, c'est enlèvement suivi d'assassinat, vol de véhicules, viol, faux et usage de faux. Il y a une opération vendredi soir que le CPJ menait à Pétionville, dans Kinam Hotel Pétionville. Il y a 4 Dominicains qui étaient recherchés par la justice américaine, côté que le CPJ procède à l'arrestation. C'est Alvaro Ramon Valdez, qui est un major dans la police dominicaine, Robin Ismael Wilmore Pierrot, Miguel Valdez, Joël de Leon Gracia. Alors, chef d'accusation Mounsayo, c'est trafic, drogue, également trafic d'armes. Côté que il a financé ou bien il a alimenté un groupe terroriste. Et l'opération s'est terminée vendredi soir. Pour le moment, il a extradé vers les États-Unis. Juste le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui va manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1.
La suite de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, des individus non identifiés ont attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi la résidence privée du journaliste Kodio Rudy de la radio Vision Plus de Petit-Goâve. Dans le département de l'Ouest, les malfrats ont tiré plusieurs projectiles en direction de la chambre où se trouvait le journaliste qui en est sorti indemne. Cette attaque survient 3 jours après que Rudy Kodio ait répondu à l'invitation du cabinet d'instruction dans le cadre du dossier l'opposant à l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules, en proie à de vives contestations dans la cité Faustin-Soulouk. Détail avec Ruisson Saint-Just, correspondant permanent de Radio Télésignal à Petit-Goâve. Hier jeudi, aux environs de 3 heures du matin, il y a un groupe individu de papier Axam a fait appel et relais journaliste caméraman radio Vision Plus pour de sortir d'ailleurs. Donc par la suite, c'était plusieurs cartouches individus ça et 6 mènes en pote qui logeaient journalistes côté hébergés dans une rue Benoît en localité de commune Petit-Goâve. C'est une situation que la corporation des journalistes de Petit-Goâve a condamnée par rapport avec l'ensemble de menaces, pression qui gagnait ce journaliste ces derniers jours dans la cité Faustin-Soulouk. Donc nous dit, Kodio Rudy, c'est un jeune qui lui-même est victime de bastonnade d'un groupe d'individus qui ont même été accompagné ancien maire Petit-Goâve, la magistrat Sandra W. Jules, dans la date 21 novembre passé, dans la localité Gira, du côté des Palmes, côté que vie magistrat Angers, suite à un groupe d'individus qui était attaqué lui, et des journalistes ont débarqué dans la zone Sahara pour donc couvrir l'événement, donc de gagner des individus qui étaient accompagnés magistrat, étaient frappés, les journalistes caméramans Radio Vision Plus 2 jours après qu'il lui-même a porté plainte devant le cabinet d'instruction contre magistrat Sandra Jules. On nous dit lundi qui était 15 décembre 2014, tu as gagné un juge d'instruction, les Sanoxius, qui t'étendait, magistrat Sandra W. Jules, à toute Kodio Rudy dans le cadre de dossier ça. Donc, c'est dans moins quelques jours après, l'individu n'a pas arrivé à identifier, débarqué, la cage journaliste et même l'évidence de Monsoli. Directeur général Radio Vision Plus 1, Gibson Basile, qui condamnait l'action passée et qui demandait autorité de la justice par responsabilité à toute population pour accompagner tout journaliste qui est dans la commune, qui ont même subi des menaces ces derniers jours dans la cité. Dans son rapport réalisé au cours de la période allant d'avril à septembre 2014, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince a recensé 587 personnes victimes de violences, dont 488 par balle dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi ces victimes, 47 sont décédées dans des circonstances troublantes, indique le rapport qui fait état également de certains quartiers au niveau de la capitale haïtienne réputés dangereux, entre autres Bel-Air, Boulevard La Saline, le marché de la Croix-des-Bossales. Des précisions avec Robelson Apollon. Il est le responsable d'observation de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Écoutons-le au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. 583 personnes victimes de violences, dont 488 sont tuées par balle. Donc 47 cas de personnes que nous n'avons pas identifier cause qui entraînaient la mort. 40 cas de personnes décédées dans des accidents de la route et 6 cas de personnes tuées par armes blanches. Donc, dans ce rapport, la commission a fait plusieurs remarques, plusieurs analyses. C'est que la violence, en principe, très sérieuse au niveau de la capitale haïtienne et que l'a développée en façon tout à fait spectaculaire. Et ça, il pourrait avec plusieurs facteurs, tant à la fois politiques et social. Donc, si nous prenons une série de zones rouges au cours du rapport, ça nous observer. On prend le centre-ville de la capitale. Il y a le marché Croix-Bossales, le boulevard Jacques Dessalines, rue des Césars, rue des Fonforts, rue des Miracles, rue Traversière, rue des Remparts, rue Couba, rue Pavé et rue Duquet. Dans le périmètre ça seulement, il y a 80 personnes qui mourent par balle. Et réalité, ça nous comprenez parce qu'il y a plusieurs mois, il y a une lutte armée, il y a un combat fait entre les gangs rivaux, côté que il y a problème pour le contrôle marché. Donc c'est que, en ce sens, il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Les dames Sarah, les acheteurs, chauffeurs et tout le monde sérieux, tout le monde sérieux dans la zone sérieux victime par, on a dit que, fureur, gang sérieux qui travaille en bas, qui frappe en bas, très dur. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince dit constater que le nombre de morts par balle est en nette augmentation au cours de cette même période par rapport à l'année dernière. La directrice nationale de la GILAP, Jocelyne Collat-Noël, fait remarquer également que les gangs armés sont devenus de plus en plus actifs dans la capitale haïtienne. Autre point, célébration le 18 décembre de la Journée internationale des migrants. Sauver la vie des migrants, c'est le thème retenu par l'organisation
internationale pour la migration cette année. Pour marquer cette journée, en Haïti, l'Office national de la migration a organisé une journée de réflexion à Pétionville. L'occasion pour le directeur technique et de recherche de l'ONM de présenter un plan quinquennal 2014-2019 mis sur pied par l'État haïtien, dont l'objectif consiste à renforcer la capacité de gestion de l'institution et développer les compétences de l'ONM en vue de déboucher sur une politique migratoire axée sur le développement. Adelson Lorgea au micro de Tom Dumont et Fézé Mathieu. D'octobre 2013 à novembre 2014, le service d'accueil et de réinsertion de l'Office national de la migration a déjà enregistré 6650 rapatriés de provenances diverses, dont 4229 des Bahamas, 747 interceptés en mer, 630 en provenance des îles Turques et Caïques et 800 de la République dominicaine. Le nord-est et le nord constituent les principales zones d'organisation des voyages clandestins vers ces îles. Conscient des grands défis de l'heure en matière de gestion de ce phénomène, l'Office national de la migration vient d'élaborer un plan stratégique quinquennal 2014-2019 avec un budget annuel de 256 millions de gourdes pour les investissements et un montant de 116 millions de gourdes pour le fonctionnement. Les actions du présent plan sont guidées par 3 objectifs majeurs. 1. Renforcer les capacités de gouvernance de l'Office national de la migration en matière de gestion de la migration. Développer les compétences institutionnelles de l'ONM à formuler des politiques migratoires axées sur le développement. Développer des politiques publiques pour valoriser la migration tant sur le plan socio-économique que sur le plan de la promotion des droits humains. Dossier économie à présent, le président de la République Michel Martelly a effectué une visite vendredi à l'autorité portuaire nationale en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du quai Nord détruit lors du séisme du 12 janvier 2010. Ces travaux, dont l'exécution a été confiée à la firme italienne GELF, ont coûté à l'État haïtien 69 millions de dollars. Ce projet prévoit d'accroître la capacité du port en vue de permettre aux plus grands bateaux étrangers d'accoster au wharf de Port-au-Prince. Le chef de l'État s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a annoncé pour mai 2015 l'inauguration du quai Nord. Les propos de Michel Martelly ont été recueillis par Michel Depayen et Maxo Joseph. Dépassé, ouais, supporter, assurer que nous n'avons qu'à respecter tant tout parce que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin que arriver tout dans post-reconstruction. Haïti sont pays pour bâtir, mais des barres que nous avons qui étaient campés, qui travaillent et qui détruisent, je veux dire, il est important pour l'État de remettre sous pied pour capable de service à la population. Nous sommes très satisfaits de ça, moi. Nous avons souhaité que mai vraiment nous avons inauguré phase 1 et un an après, nous sommes pas là. Un an après, en 2016, nous avons fini avec WAFLA dans la totalité. Tout ça pour que le monde qui a un service, bon service dans le pays, ça les infrastructures pour le pays à service là. Le NAP travail son WAF qui est écrasé, il y a des prix qui viennent augmenter parce que nous avons utilisé des outils qui permettent WAF écraser à fonctionner. Par exemple des barges, des situations qui font que les marchandises viennent picher pour la population. Donc il est important pour nous faire WAF ça. Et il faut dire à moi que je suis très content que je n'ai pas avancé. Pour un développement de la bioéconomie, une locomotive pour la création d'emplois à haute valeur ajoutée en milieu rural. C'est le thème de 2 journées de réflexion organisées par le ministère du Commerce et de l'Industrie, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et celui du ministère de la Santé publique. L'objectif de ces assises consistait à partager les connaissances et les expériences avec des pharmaciens, biologistes et agronomes dans un domaine le plus prometteur de l'économie et pour lequel Haïti dispose d'un potentiel naturel extraordinaire qui est la bioéconomie. Le ministre du Commerce, Harrison Lalo, qui faisait une brève présentation du thème bioéconomie, pense que le statut de pays pauvre Haïti résulte de son incapacité à gérer et à valoriser ses ressources naturelles. Ces assises ambitionnent aussi de valider une feuille de route pour la mise en place du premier micro-parc à biotechnologie en Haïti, selon ce qu'a fait savoir Harrison Lalo. Il répondait aux questions de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. L'avantage pour un pays comme Haïti, c'est que, comme pas de grand investissement qui est fait dans l'agriculture,
par exemple, il fertilisant qui a le contaminé terre, donc terre nous réputée propre pour la grande majorité. Donc, si on prise en compte responsable qui fait pour nous réorganiser la chaîne alimentaire, pour nous réorganiser tout ça qui a rapport avec les médicaments, pour nous réorganiser cosmétiques, marché cosmétique, etc., eh bien, c'est un boulevard d'opportunités qui est devant Haïti. Mais sauf que c'est un domaine nouveau et qui mettait université, centre de recherche, entrepreneurs privés, financiers, ensemble pour développer, parce que c'est pas qui tout là, c'est développer pour développer. Et nous pensons que c'était rôle, nous, pour nous mettre ça de l'avant, c'est-à-dire les ministères de santé publique, ministère de l'agriculture, ministère du commerce et industrie, avec l'association des pharmaciens haïtiens, avec le bureau de nutrition, avec l'ensemble de l'autre agence dans le pays qui concernait par type de problématique. Ça, nous mettons ensemble et nous faisons des rencontres depuis le mois de juin 2014 pour nous poser des questions et voir comment nous aborder les questions. Et justement, réponse qui était là, c'est organiser à CISIO à partir de tout document qui produit, pour nous diffuser dans la société, pour nous comprendre que bon champ nouveau qui devant eux et qui ont un champ extraordinaire parce que ça pour exploiter ces organes on a déjà. Ces plantes, ces ressources qu'on a dans mon qu'on doit transformer et puis pour faire au lieu que vous avez fait presque rien avec eux, et bien pour venir des sources de richesse immenses pour le pays et qui permettre que paysans, entrepreneurs, universitaires, ils retrouvent ensemble, et chercheurs retrouvent ensemble pour produire de nouveaux biens et qui ont pile valeur au niveau international et qui permettre que nous redynamiser l'agriculture haïtienne, redynamiser les secteurs de production dans le pays. Parlons éducation à présent à ce 56 minutes synthèse. Les épreuves du baccalauréat permanent ont démarré lundi sur tout le territoire national. Au total, 9307 candidats ont participé à ces examens qui ont pris fin jeudi. Le département de l'Ouest à lui seul comptait 5120 candidats. Le processus de correction a déjà démarré pour les matières telles sciences sociales, biologie et mathématiques. Selon ce qu'a indiqué vendredi le directeur du Bureau national des examens d'État, Ronan Michel se réjouit que ces épreuves officielles soient déroulées dans une ambiance de bon enfant. Écoutons le directeur du BUNEX, Ronan Michel, au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Il y a une harmonisation entre direction d'enseignement secondaire et BUNEX. BUNEX, enseignement secondaire, préparer texte d'examen, niveau dans toute direction départementale qui administre les épreuves. Les épreuves sont finies maintenant, BUNEX vient rentrer en ligne de compte, les assurer gestion copie d'examen. Même si nous avons BUNEX, nous avons les BUDEX dans les directions départementales qui assurent l'anonymat des copies. C'est-à-dire que nous rendons copies anonymes, nous mettons un bordeaux de correction sur lui pour que personne ne connaisse qui copie que l'a corrigé. Après ça, nous remettons enseignement secondaire copie qui fait correction. Les corrections finies, l'enseignement secondaire remet BUNEX copie pour faire saisir des notes, des données et nous publier les résultats. Qu'on a nous dans niveau correction. Maintenant, c'est enseignement secondaire qui est en ligne de compte. Et nous travaillons parallèlement avec lui. Pendant que lui-même a fait correction copie ça, et bien correcteur a mettez note sous bordeaux de correction. Et puis, on parle de bordeaux, on parle comment c'est vous nous capable de faire saisir au fur et à mesure que la correction a marché pour nous capable de faire des résultats dans le meilleur délai. Dans la correction, est-ce que ça veut dire que toute matière là est dans situation de correction? Donc, normalement, étant donné que c'est hier examen fait nous physique avec espagnol qui fait hier après-midi, et bien maintenant nous pouvons commencer avec ces espagnols. Mais toute l'autre matière, qui s'agit de philosophie avec biologie, mathématiques, anglais, et bien sciences sociales, chimie, tout ça a commencé correction. Cérémonie de lancement ce mercredi des activités de remémoration à l'initiative de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie pour l'année 2015. Débat, réflexion, rassemblement autour de l'histoire du pays de 1915 à nos jours sont entre autres activités prévues dans le cadre de cette initiative qui a pris fin par une marche patriotique le 28 juillet 2015, date marquant le centenaire du premier débarquement américain en Haïti. Le président de la Société haïtienne d'histoire, l'historien Michel Hector, informe que ces activités rentrent dans le cadre d'une sensibilisation permettant au pays de recouvrer sa souveraineté. Michel Hector au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Nous voulons ainsi tous montrer l'importance capitale que nous accordons non seulement au centenaire proprement dit de l'événement initiateur du régime d'occupation mis en place entre 1915 et 1934, mais surtout à l'influence déterminante
exercée depuis lors par l'hégémonie nord-américaine dans l'évolution du pays jusqu'à nos jours. Il est naturel que la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, qui vient tout récemment de commémorer avec faste les 90 ans de son existence, dans le cadre justement du combat de l'époque contre l'implantation de cette nouvelle domination, soit actuellement à l'avant-garde de l'organisation des activités de remémoration. Nous avons décidé de choisir ce 17 décembre pour initier nos activités à cause même de la force symbolique de cet acte abusif dont aujourd'hui ramène précisément le 100e anniversaire. Présentation ce jeudi à Pétionville des résultats de l'enquête sur la prévalence des drogues en milieu scolaire pour l'année 2014 par la Commission nationale de lutte contre la drogue. Cette enquête est la 3e du genre menée par la CONALD. Elle portait sur un effectif de 43 institutions scolaires publiques et privées dans 23 communes du pays, a informé le coordonnateur de la CONALD, David Basile. Ce rapport a un caractère très particulier qui permettra aux décideurs politiques ainsi qu'aux acteurs impliqués dans la lutte contre la drogue d'avoir une idée plus réaliste de la politique gouvernementale en matière de prévention, a affirmé le major David Basile. Les résultats de l'enquête ont montré que l'alcool a le taux le plus élevé en matière de consommation de drogue dans le milieu scolaire, soit un total de 31,45%. Les précisions de David Basile au micro de Ludmilla Mac et Jasmine Denis. La 3e enquête nationale en milieu scolaire sur la prévalence et l'abus de consommation des drogues a été menée d'avril à juin 2014 dans 48 institutions scolaires privées et publiques et 23 communes à partir d'un échantillon tiré au hasard par la Commission et par la CONAL et la Commission interaméricaine pour le contrôle et l'abus des drogues, CICAD. 3448 adolescents ont répondu chacun à un questionnaire auto-administré et anonyme relatif à leur connaissance sur les drogues et à l'usage d'une dizaine de substances psychoactives. Ces enquêtes s'intéressent particulièrement aux drogues suivantes: l'alcool et le tabac pour les drogues licites, le cannabis, la cocaïne, le crack, les amphétamines, les hallucinogènes et les substances inhalées pour les drogues illicites. Dossier santé à présent, recrudescence de l'épidémie du choléra dans le département du Nord-Ouest. 40 cas confirmés de choléra ont été recensés pour le mois de décembre en cours par la direction départementale du Nord-Ouest du ministère de la Santé publique. Cette nouvelle flambée du choléra dans ce département serait occasionnée par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région ces derniers jours, nous dit Johnny Avril, correspondant permanent de Radio Télésignal à Port-de-Paix. La pluie qui a tombé de temps en temps sur le département nord-ouest là, la cause de maladie choléra continue à faire parler de lui. Directeur départemental sanitaire nord-ouest là, Dr René Pierre, fait connaître pour le mois de décembre 2014 là, il a déjà recensé environ 40 cas. Pour raison ça, il demande des populations pratiquer tout principe une manière pour faire un échec à maladie ça. Toujours des populations, c'est contrôler ça la pète en bouche, particulièrement l'eau la boîte. Il y a une faiblesse qui fait choléra, tortigeant, pour qu'on maîtriser, c'est parce que nous te remarqué que même dans des propations, à quoi t'as diminué. Et puis, nous n'avons pas un réflexe acheter à quoi t'as pu traiter de l'eau à boire. Donc, nous, des populations, pour continuer à être vigilants, parce que choléra, toujours là, même si nous pas nous d'abord la caille, nous, c'est les ça pour nous plus vigilants, pour nous voir plus, parce que quand on la là, c'est les ça choléra vient avec plus facilité la caille. Cependant, directeur départemental sanitaire nord-ouest là, Dr René Pierre, dit 40 cas recensés dans la commune, Saint-Louis du Nord, en Safoleur, La Tortue, Port-Paix, et Bassin-Bleu, Chansol. Alors que pour commune Bombardo-Police, DDN, Molfe-Nicolas, Jean Rabel, il y a beaucoup recensé Camoun qui touchait ta maladie ça, qui persiste, fait victime
dans le temps population, surtout si la yo, dans section communale qui a des centres santé équipés avec matériel ensuite, ressources humaines. Port de paix, Johnny Avril, Réseau Mondial, Signal. Le rappel des titres de ce 56 minutes synthèse, l'expérience de Laurent Salvador Lamotte à la primature s'est arrêtée le 13 décembre 2014. Après 2 ans et 7 mois au poste de Premier ministre, M. Lamotte a donné sa démission, estimant avoir quitté la fonction avec le sentiment du devoir accompli. Cette démission du Premier ministre Laurent Lamotte, de plus en plus accueillie par la communauté internationale. Toutefois, elle est susceptible de saper le travail de la commission consultative présidentielle, écrit l'éducatrice Odette Roy-Fonbrun, membre de la dite commission. Après avoir boudé à maintes reprises l'invitation au dialogue du président Martelly, 5 des 6 entités de la branche radicale de l'opposition ont discuté avec le chef de l'État mercredi autour d'une issue à la crise politique. Grabson, le MOPOD, arguant que toute négociation avec le président Martelly doit inclure son départ. Entre-temps, la branche radicale de l'opposition n'entend nullement observer de trêve pour les fêtes de fin d'année. Elle annonce 6 manifestations antigouvernementales à Port-au-Prince du 22 décembre prochain au 1er janvier 2015. Entre le 8 et 15 décembre dernier, la PNH a arrêté 20 personnes, parmi elles 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans un trafic d'armes à feu. 103 évadés ont également été reconduits derrière les barreaux. Lancement ce mercredi par la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie d'une série d'activités de remémoration pour 2015 autour de l'histoire d'Haïti, de la première occupation américaine en 1915 à nos jours. Résurgence des cas de choléra dans le département du Nord-Ouest. Les autorités sanitaires locales ont dénombré 40 cas pour le début de ce mois de décembre. À l'étranger, les États-Unis ont renoué des relations diplomatiques cette semaine avec Cuba, une décision historique du président américain Obama, à laquelle Haïti peut se réjouir d'avoir contribué, s'est félicité le président Martelly. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.